Voka, un petit village en République du Congo. Jusna est l'aînée d'une famille de 4 enfants. Ses parents sont agriculteurs à Lwingi, à 15 km de Voka. Jusna a un rêve, devenir institutrice. Dans cette région rurale isolée, la majeure partie de la population vit pauvrement. Il y a peu d'infrastructures éducatives. Près de 40% des jeunes sont déscolarisés. La guerre civile a déstabilisé le pays de 1993 à 2001 et beaucoup d'enfants n'ont pas pu apprendre à lire et écrire. Après le primaire, ceux qui étaient scolarisés étaient obligés d'aller au collège à Brazzaville, à 120 km de là. Éloignés de leur famille, ces jeunes finissaient par abandonner leurs études. Leur avenir était compromis, surtout pour les jeunes filles, car beaucoup devenaient enceintes à 13 ou 14 ans. C'est pourquoi, en 2008, à la demande des parents du village, les frères marianistes de Voka ouvrent un collège, l'Institut Chaminade, avec une première classe de 6e. Jusna a alors 11 ans. Pour ses parents, il est essentiel qu'elle puisse étudier, ainsi que ses frères et sœurs. Si ce projet a pu prendre forme, c'est grâce à la mobilisation de nombreux acteurs, en France et sur place. À des milliers de kilomètres de là, donateurs et élèves du réseau scolaire marianiste ont répondu à l'appel lancé par la Fondation marianiste. Et l'élan de solidarité continue. Aujourd'hui, le collège de Voka accueille 78 élèves dans 4 salles de classe, de la 6e à la 3e, et un internat est en cours de construction. Car certains élèves font des kilomètres à pied chaque jour pour venir étudier. Parce que là-bas, l'école, l'éducation, est une si grande chance que l'on est prêt à affronter bien des difficultés pour en profiter. Pour Jusna, comme pour des dizaines d'enfants, le collège Chaminade représente l'espoir de réussir pour réaliser leurs rêves et pour offrir un avenir meilleur à leur famille. Une belle histoire, mais elle ne doit pas être la seule, parce que l'éducation est l'un des droits fondamentaux de l'enfant. Mais de quoi parle-t-on quand on dit les droits de l'enfant ? Le mot « enfant » vient du latin « infans ». Dans l'Antiquité, cela voulait dire « celui qui ne parle pas encore ». Ce mot désignait donc l'enfant dès la naissance, jusqu'à l'âge d'environ 7 ans. Bien sûr, il y a toujours eu beaucoup d'enfants plutôt très bavards, mais on employait ce mot pour signifier que, comme l'enfant ne parle pas, il n'est pas encore responsable de ses actes. Ses parents doivent l'habiller, le nourrir, prendre soin de lui, car il n'est pas encore une personne autonome. En 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le sens du mot « enfant » a évolué. Il signifie « tous ceux qui n'ont pas encore atteint la majorité selon la loi », c'est-à-dire 21 ans à l'époque, et depuis 1974, 18 ans en France. Mais au XIXe siècle, l'exploitation des enfants est encore bien réelle. Beaucoup sont employés dans des travaux très durs, dans les mines, les forges et les ateliers. En 1841, en France, une loi fixe même à 8 ans l'âge minimum pour travailler, et pour une durée de 12 heures par jour au maximum. Mais l'enfant est une personne fragile. Il grandit, il essaie de comprendre le monde qui l'entoure. Et parce qu'il est vulnérable et qu'il a besoin d'être protégé, les lois doivent en tenir compte, en donnant aux enfants des droits qui sont faits pour eux. Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui s'est battu pour que tous les enfants du monde aient des droits reconnus et respectés ? Non ? Voici l'histoire du docteur Janusz Korczak. Dans les années 30, en Pologne, ce médecin a consacré sa vie à soigner et à aider les enfants de Varsovie. Il a créé des orphelinats, animé une émission de radio pour eux et conçu un journal dans lequel les enfants écrivaient librement. À l'époque, c'était très rare. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fait tout ce qu'il a pu pour protéger des nazis les enfants juifs du ghetto de Varsovie. Il choisira même délibérément de sacrifier sa vie pour ces enfants victimes de la folie des adultes en les rejoignant dans les camps de concentration. Son courage et son dévouement ont profondément bouleversé le pays. En 1978, Stanislas Ostrowski, le chef de l'État polonais, a convaincu l'Organisation des Nations Unies de voter une convention internationale pour que tous les enfants soient protégés et respectés partout dans le monde. 11 ans plus tard, le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant était adoptée par l'ONU. C'est le premier texte qui oblige les États signataires
à faire tout leur possible pour faire appliquer ces droits sur leur territoire. Les droits de l'enfant, ce sont tous les droits fondamentaux de la personne. Le droit à la santé, le droit à l'alimentation, l'accès à l'eau potable. Les droits civils, celui de porter un nom, un prénom, d'avoir une nationalité, d'exprimer ses opinions, l'égalité entre les filles et les garçons. Il y a aussi des droits pour ceux qui sont plus fragiles. Les enfants handicapés, par exemple, ont le droit d'être accueillis, comme les autres, dans leur établissement scolaire. Les droits de l'enfant ont surtout pour objectif de le protéger de tous les mauvais traitements, des discriminations, de la violence, de la famine, de l'esclavage, de la torture. Trop souvent, beaucoup de ces droits ne sont encore pas respectés. Parmi ces droits, le droit à l'éducation est primordial. Recevoir une éducation, ce n'est pas seulement apprendre à lire, à écrire ou à compter. Évidemment, c'est essentiel. Et dans ce domaine, il reste encore beaucoup à faire. Dans le monde, on estime que ce sont 72 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Les régions les plus touchées sont l'Asie et l'Afrique subsaharienne, avec 32 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés au primaire. Et quand ils le sont, il n'y reste que 2 ou 4 ans tout au plus. Après, ils reviennent dans leur famille pour travailler et gagner de l'argent le plus vite possible. Mais sans éducation, un enfant ne peut ni poursuivre ses études, ni apprendre un métier, ni même devenir autonome et libre. L'éducation améliore la vie d'une personne, elle fait sortir de la pauvreté. C'est par l'éducation qu'on développe un pays et que l'on aide chacun de ses habitants. Être éduqué, c'est aussi être accompagné, protégé, aimé. Tout cela, une personne l'a très bien compris. C'est Guillaume-Joseph Chaminade, le fondateur de la famille marianiste. En 1817, il fonde la Société de Marie, les religieux marianistes. Dans toute la France, il construit des écoles marianistes pour offrir à un maximum d'enfants un accès à l'éducation. Accueillis dans un véritable esprit de famille, les enfants y reçoivent une éducation intégrale, de qualité, qui les prépare aussi à servir la justice et la paix, en les rendant capables de s'adapter aux changements. Ainsi, ils deviennent petit à petit des adultes responsables, épanouis et des acteurs du développement de leur pays. Les religieux marianistes font beaucoup pour le droit à l'éducation des enfants, mais aussi pour leur droit au loisir et au repos. Dans les années 1920, ils s'associent avec l'Union Lorraine, une association fondée par une grande famille d'industriels de Lorraine, les Wendel. Ensemble, ils organisent beaucoup de colonies de vacances pour les enfants des ouvriers de la région. À cette époque, partir au bord de la mer pour beaucoup d'enfants est un rêve presque irréalisable. Dans les années 60, ils décident d'œuvrer ensemble pour l'éducation des plus démunis en Côte d'Ivoire et en République du Congo, en construisant des écoles, des collèges et des lycées dans des quartiers pauvres et dans des régions rurales et isolées. Grâce aux marianistes, à l'Union Lorraine et à tous ceux qui se sont battus pour la condition des enfants, des millions d'enfants dans le monde ont aujourd'hui la chance d'aller à l'école. Le développement de la personne passe par l'éducation. C'est avec cette vision que la Fondation marianiste a été créée en 2008. Sur le terrain, elle perpétue la mission de ses fondateurs, engagés dans le monde entier pour l'éducation et le développement depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, la Fondation marianiste concentre son action dans des projets d'éducation, de santé et de développement local dans 8 pays. En France, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Togo, en Haïti et en Inde. Au nord d'Haïti, par exemple, une école a été construite dans le village rural de Pilette. Aujourd'hui, elle accueille plus de 300 enfants. En Inde, dans la ville de Ranchi, les religieuses marianistes construisent un foyer d'accueil pour des jeunes filles qui souhaitent étudier. Là-bas, elles reçoivent des cours d'anglais et d'informatique. Pour tous ces enfants et ces adultes, l'éducation, à tous les âges, représente un immense espoir. Celui de réussir, de trouver un travail et une vie meilleure pour eux et pour leur famille.
Offrir à des milliers d'enfants, de jeunes et d'adultes un chemin et un avenir grâce à l'éducation, c'est la raison d'être de la Fondation Marianiste. La Fondation Marianiste a été reconnue d'utilité publique le 20 novembre 2009. 20 ans jour pour jour après la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est pour cela que chaque année, en l'honneur de ce texte historique, nous fêtons la Journée mondiale des droits de l'enfant et le droit à l'éducation. Nous sommes tous concernés, parce qu'être éduqués nous permet de développer notre personnalité, de découvrir quels sont nos talents, de trouver notre place dans la société. Avec des actions efficaces et durables qui répondent aux besoins de la population, ensemble, nous pouvons offrir à des milliers d'enfants un élan d'espérance.